Deuxième volet de ce magazine, la Roumanie, à 3 jours des élections générales. Voici maintenant 5 mois que ce pays nous pose un vrai problème. 5 mois que l'on s'interroge sur cette révolution, sur les massacres du Timișoara, sur le procès des Ceausescu, sur ses actuels dirigeants. 5 mois que ces événements ont fait naître chez nous, journalistes, mais aussi sans doute chez vous, téléspectateurs, un sentiment très désagréable, celui d'avoir été manipulé. Par qui? Pourquoi? Comment? Pour répondre à ces questions, 3 équipes d'envoyés spéciales se sont rendues en Roumanie. Jacques Cotta, Pascal Martin, Rémi Roche et Philippe Menu ont enquêté pour dénouer les fils du drame, pour retrouver les vrais acteurs, pour dénoncer les pièges et les contrefaçons, bref, pour tenter de cerner la vérité. C'est cette enquête que vous allez voir à présent, l'histoire d'une révolution à l'image du procès des Ceausescu, une histoire caractérisée par le mensonge et la désinformation. Le peuple lutte dans ce pays et se battra jusqu'à l'élimination de cette bande de traîtres au pays qui, en liaison avec l'étranger, a organisé le coup d'État. Le 25 décembre 89, la première diffusion du procès Ceausescu provoque un véritable séisme au sein de la télévision roumaine. Jamais, en effet, le visage des juges n'apparaît. Le directeur de l'information, brassard révolutionnaire au bras, parle au téléphone avec Ion Iliescu, le chef du Front de Salut National. C'est un cas de censure. Nous nous battons pour la liberté de l'information et de la presse. Le monde entier nous regarde. La scène se déroule alors qu'un soldat, Kalachnikov à la hanche, veille. À cet instant, en effet, à l'extérieur de la télévision, les armes crépitent. Présent dans la salle, Gelu Voican semble lui se désintéresser complètement de la situation. Il faudra attendre 2 mois et les péripéties d'une cassette pirate pour que les images dévoilant la composition du jury soient enfin diffusées. Nous avons retrouvé les principaux acteurs de ce procès, et d'abord le plus célèbre d'entre eux. Il l'avait dit, il l'avait publiquement annoncé, Gelu Voican était bien là. Complètement inconnu avant le renversement du dictateur, ce géologue de formation est devenu la figure emblématique de la révolution roumaine. Gelu Voican, présenté comme le principal organisateur du procès Ceausescu, il est aujourd'hui vice-premier ministre du gouvernement provisoire. Il y a des mêmes photos pleines de sang. Et on ne les a pas photographiées comme ça, parce qu'on n'est pas publié comme ça, parce que c'est très laid d'avoir ce spectacle. Dan Voinea, au procès, il occupait la fonction de procureur. Dan Voinea habite un modeste appartement dans la banlieue de Bucarest. Après le procès de major, il est promu lieutenant-colonel. Ça, c'est un brassard. Ce sont les révolutionnaires qui me l'ont mis. C'est le brassard que je portais au procès. Mogure Florescu, ancien conseiller juridique du général Stanculescu. Il était au procès en qualité d'observateur. Depuis, lui aussi, il a été promu. Effectivement, aujourd'hui, comme vous l'avez noté, je suis adjoint au procureur général et chef de la procurature militaire. Nicola Teodorescu exerce à Bucarest la profession d'avocat. Ils ont fait appel au collège d'avocats qui s'est adressé à moi. On m'a demandé si j'étais d'accord pour être avocat dans un tribunal militaire en province et j'ai dit oui. Gica Popa était le président du tribunal. Il s'est suicidé le 1er mars lorsqu'il a su que l'identité des membres du jury serait dévoilée. Aujourd'hui, sa famille cherche à se rendre à l'étranger. Moi, je vais aller travailler à l'ambassade de Roumanie, en France. Et ma fille ira dans une mission économique. Sur tous ces personnages, nous aurons l'occasion de revenir. Mais commençons par le général Stanculescu, dont la présence à ce procès reste très énigmatique. 2 mois avant la Révolution, au 14e congrès du Parti communiste roumain, le général Stanculescu acclamait le dictateur avec les autres membres de la nomenclatura.
Le 25 décembre, il est présent au comité central alors que la foule prend le bâtiment d'assaut. Et c'est lui, le général Stanculescu, qui organise la fuite en hélicoptère du couple Ceausescu. Vous prenez cette décision pourquoi? Pour assurer la fuite et même de la garde personnelle, qui au moment que Ceausescu a disparu, ont déposé l'armement à sol. Le dictateur est en fuite, la foule crie sa joie. L'armée se rallie à la révolution et le dictateur serait sous le contrôle de l'armée. Alors comment expliquer la mésaventure survenue à ce petit ouvrier, Nicolae Petrizor, dans la banlieue de Târgoviște? Ce vendredi 22 décembre, à 10 h du matin, Nicolae Petrizor s'apprête à laver sa dacia, comme il le fait chaque semaine. Il suit les événements à la radio et il ignore encore à cet instant que l'hélicoptère des fuyards s'est mystérieusement posé dans les environs. La vie de Nicolae Petrizor va basculer. Alors voilà, j'ai vu arriver une voiture rouge. Un homme est descendu de la voiture et m'a dit « Allez, donne-moi de l'essence pour aller à Târgoviște ». Bon, ben, j'ai été dans mon garage, chercher un bidon, un tuyau, et je suis revenu pour mettre de l'essence dans ce réservoir. Et c'est là que j'ai aperçu le couple Ceausescu dans la voiture. Alors j'étais complètement bloqué, pétrifié. Je me suis retourné vers ma femme et j'ai dit « Allez Violetta, viens voir ». Alors le type de la sécurité s'est approché, il a ouvert son manteau et il m'a montré son arme. Il m'a dit « Allez, plus besoin d'essence, allez, on monte dans ta voiture ». À cet instant précis, le général Stanculescu ne semble plus contrôler la fuite du dictateur. Nicolae Petrizor, lui, est terrorisé. Le type de la sécurité me donnait des ordres. Moi, je voulais pas obéir. Il m'a donné un coup sur la tête et il m'a dit « File, on va au comité du parti, à Târgoviște ». Devant le comité du parti, le garde du corps des Ceausescu est prêt à partir. La foule reconnaît le couple de dictateurs. Elena s'affole. Elena, elle m'a pris par le col. Et puis elle m'a mis un pistolet, oui c'est ça, dans le cou. Elle m'a crié « Ils vont nous tuer, dépêche-toi, démarre !» À ce moment précis, le général Stanculescu peut être considéré comme complice de la fuite des Ceausescu. Est-ce que vous n'avez pas craint d'être vous-même jugé pour avoir participé au moins à la fuite de Ceausescu? Non. Le général Stanculescu paraît très sûr de lui. Pourtant, il a mis bien longtemps à reconnaître avoir organisé la fuite des Ceausescu. Et lorsqu'au procès, Ceausescu évoque les traîtres qui se trouvent dans la salle, c'est vers lui que son regard se tourne. Vous êtes des traîtres, le peuple doit être libre, pas avec des traîtres! Les acteurs du procès peuvent nous éclairer sur le rôle exact joué par le général Stanculescu. Parmi eux, Dan Voinea, qui était à l'époque major dans l'armée. Mais avant tout, pourquoi était-il ce jour-là en civil? Voilà, ça c'est le brassard que je portais, ça c'est le pull, et voilà le jean. J'étais habillé en civil parce qu'au moment de la Révolution, on tirait sur les militaires. Alors j'avais préféré m'habiller en civil. Autre acteur, Mogurel Florescu. Florescu est l'ancien conseiller juridique du général Stanculescu. Saviez-vous au moment du procès que le général Stanculescu lui-même avait organisé la fuite des dictateurs? Non. Saviez-vous au moment du procès que le général Stanculescu avait organisé la fuite du dictateur? Non, à ce moment-là, je ne le savais pas. Comment avez-vous été contacté pour ce procès? C'est très simple, j'ai été appelé par le général Stanculescu. Il était 9 h du matin. J'ai reçu un appel du général Stanculescu qui m'a ordonné de me rendre au procès. Est-ce que vous avez participé au choix des membres du tribunal? Non. Oui, non. Les réponses du général Stanculescu sont bien lapidaires et elles contredisent les affirmations des autres acteurs. Alors, la question demeure. Le général Stanculescu a-t-il secrètement joué sur les deux tableaux en attendant l'issue de la Révolution? Si elle échouait, il était le sauveur du dictateur. Si elle réussissait, il devenait un héros. Le général Stanculescu est aujourd'hui ministre de la Défense. Quant à l'ouvrier Nicolae Petrizor, c'est ici, comme il nous l'indique, au jardin des plantes de Târgoviște, que s'est achevé son périple. C'est là qu'il a emmené le couple de dictateurs.
Immédiatement, la police est informée. Pourtant, il faudra attendre 3 heures. 3 heures d'hésitation, 3 heures de tergiversation, 3 heures durant lesquelles à Bucarest, le destin du pays bascule. 3 heures avant que l'armée ne récupère les Ceausescu. 3 jours durant, le couple des dictateurs est promené en char. Là aussi, les interprétations divergent. S'agissait-il d'empêcher la Securitat de les récupérer ou bien plutôt d'attendre l'issue définitive de la révolution? Le 25 décembre, le procès a lieu dans cette salle de la caserne de Târgoviște. Qui a donné l'ordre de tirer sur la foule, sur les jeunes, à Bucarest? Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas la situation à Bucarest. On a tiré sur la place du palais, sur les gens. Et maintenant, on continue de tirer sur des innocents, des femmes, des enfants. Et les fanatiques, qui les a rendus fanatiques? Ils ont été formés par le peuple ou par toi? Qui les a payés? La bataille de Bucarest, 22-26 décembre. La révolution prend des allures de guerre civile. Des armes ont été distribuées n'importe comment à la population et ça tire dans tous les sens. Panique, confusion générale face à un agresseur invisible, bilan des centaines de morts et de blessés. L'affrontement aveugle a durement marqué la ville. Sur la place du comité central, pas un édifice, pas un immeuble n'a été épargné. Abritait-il des adversaires menaçants? En tout cas, on les a détruits, sans faire de détails. Seul, paradoxe étonnant, le bâtiment du comité central est intact. C'était pourtant une cible de choix pour des contre-révolutionnaires. Dès le départ du dictateur, le peuple l'avait investi et surtout, la future équipe dirigeante y tenait ses premières réunions. « 22 décembre, milieu d'après-midi. Ceux qui, dit-on, viennent de faire connaissance dans les couloirs de la télévision tentent de se frayer un passage à l'intérieur du comité central. En tête, le général Goucher, chef d'état-major des armées. Derrière, Ion Iliescu, aujourd'hui président du Front de Salut National, suivi par Gelu Vaikan, qui n'est alors que son garde du corps. Puis Petre Roman, futur Premier ministre. Enfin, plus loin, le général Militaru, qui sera nommé ministre de la Défense. À ses côtés, Nica Leon, un simple citoyen, accouru comme tant d'autres, qui ne voulait rien manquer de ces moments d'histoire. Léon a passé 48 heures au comité central, le plus souvent tout près de ceux qui décident de la révolution. Sans doute trop près, il est finalement arrêté brusquement pour terrorisme, la pire et la plus pratique des accusations du moment. Il sera relâché une semaine plus tard, quand tout sera joué. Je me souviens d'avoir vu beaucoup de personnes arrêtées, beaucoup de jeunes, mais aussi des gens de la Securitat, qui pourtant étaient à l'évidence passés du côté de la révolution et qui nous aidaient. J'ai vu beaucoup de blessés et de morts victimes de la confusion. On se tirait les uns sur les autres, l'armée sur les civils sur l'armée et les civils entre eux. Dans cette grande pagaille, je n'ai vu aucun terroriste, aucune arme spéciale. Vous savez, ces fameux fusils à infrarouge, comme on a dit. Pas plus que de suspects qui auraient pu être membres des troupes spéciales. La télévision, l'autre haut lieu de la révolution, diffusée en direct. Une place majeure qu'il faut protéger. D'ailleurs, la population est invitée à venir sur place pour participer à la défense des installations. Appel reçu pour cet homme qui arrive aussitôt. Il y avait déjà beaucoup de monde autour du bâtiment et l'armée était en position. Finalement, en arrivant, j'ai trouvé que le danger le plus important pouvait venir de l'intérieur. Il y avait beaucoup trop de monde. C'était la pagaille. Pourtant, c'est à l'extérieur, sur ces résidences tranquilles alentour, qu'un déluge de feu s'abat.
Motif, suspicion d'une présence importante de désesperados armés jusqu'aux dents. Riposte massive à une attaque fantôme. Car nouvelle surprise, pratiquement pas d'impact sur les bâtiments de la télévision, en tout cas aucune destruction grave. Mais dans le quartier, des victimes, oui, il y en a. Est-ce que les personnes qui sont mortes auraient pu être considérées comme des suspects, des terroristes? Je ne peux répondre que pour ma voisine qui a été tuée. C'était une femme seule de 60 ans qui laisse un pauvre petit chien sans maître. La caserne de Târgoviște, où Ceausescu attend d'être jugé, est elle aussi attaquée, même si, curieusement, les tirs cessent pendant la durée du procès. Impossible d'y rencontrer quiconque pour en parler. Dans les rues de la ville, difficile également de trouver des témoignages. Tu pourrais lui demander s'il fait partie de la caserne de Târgoviște? Enfin, voici un soldat qui parle des assaillants. Ils en ont capturé combien? Cât ați prins? Am avut vreo 10-15 pe așa. 10-15. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ce s-a întâmplat cu ei? Să vă explic care a fost fenomenul. Il y avait un officier de la Securitate affecté à la caserne. Chaque fois qu'on en prenait un, on lui amenait, il le questionnait rapidement avant de le relâcher. Durant le procès, le tribunal fait tout pour faire avouer au Ceausescu que c'est la Securitate qui tire. Elena reprend. Mais c'est vous qui le dites, le juge. Mais toi, Nicolas, tu es le commandant suprême de la Securitate. Jamais le tribunal n'obtiendra d'aveu. Qui donc, en effet, au soir du 22 décembre, déclenche la fusillade qui va durer 4 jours? Les hommes de la Securitate, transformés en terroristes à la solde de Ceausescu, on l'assure alors. Pourtant, qui voit-on au même moment partager le commandement militaire aux côtés du général Goucher, chef d'état-major de l'armée? On voit le général Vlad, grand patron de cette Securitate, celui-là même qui vient d'ordonner au téléphone de ne pas tirer. Écoutez bien, j'ai donné l'ordre de ne pas tirer. Pas une seule balle. Certes, Vlad sera arrêté le 24 décembre. Pourquoi si tard? Quand sera-t-il jugé et condamné pour terrorisme? Car cette équation Securitate égale terrorisme est toujours la seule admise officiellement. C'est Silviu Brucan, le plus proche conseiller politique du Front de Salut National, qui la confirme. Vous êtes formel, c'est la Securitate qui a organisé la contre-révolution et vous disposez des preuves pour juger ces gens-là. Oui. Des preuves. Dans les cas individuels, c'est une question difficile d'avoir des preuves. C'est pourquoi je crois qu'il sera difficile à les juger. Il est difficile même avec leur chef d'avoir des preuves convaincantes. Rassembler des preuves convaincantes, c'est bien là tout le problème de ceux qui sont aujourd'hui en charge de l'enquête. Voici par exemple l'un des pistolets qu'ils ont saisis sur les hommes de la garde personnelle de Ceausescu. Un bel outil particulièrement efficace. C'est automatique, ça tire 3 coups. Mais ces armes sont propres, elles n'ont pas servi. Nous n'avons pas de tireurs, pas de victimes et pas de témoins. D'où les difficultés de l'enquête. Quant aux suspects, nous en avons retrouvé un, Florea Lazarescu, colonel de la Securitate. Il est aujourd'hui au chômage après avoir été arrêté et détenu pendant plus de 3 mois. L'enquête l'a blanchi de toute accusation de terrorisme. Le colonel Lazarescu appartenait à cette fameuse garde personnelle du dictateur, la 5e direction. Des hommes quasiment dressés à défendre leur chef, les yeux fermés. Pourtant, il dit aujourd'hui pourquoi aucun d'entre eux n'a tiré sur la révolution. Mes supérieurs, et notamment le général Vlad, nous ont donné l'ordre absolu et définitif de ne tirer sous aucun prétexte si le public commençait à envahir le siège du comité central. Écoutez-moi bien, je vais même vous donner une précision. Il y avait le 22 décembre, sur la place, près de 100 000 personnes. Des officiers de la Securitate, comme moi,
Il y en avait partout. Dans le bâtiment, mais aussi embusqués dans le Conseil d'État en face et dans nos locaux voisins de la 5e direction. Si on avait ouvert le feu, en quelques minutes, il y aurait eu par terre un véritable amas de cadavres. Pas de preuves, si peu de suspects en prison, on se dirige vers un non-lieu général pour la Securitate, car on sait parfaitement en haut lieu qu'elle n'a pas joué le rôle qu'on lui donne dans le scénario officiel. On sait surtout qu'il n'est pas question de se passer aujourd'hui de ses services. Mais grâce à la confusion générale, le nouveau pouvoir a pu apparaître comme celui qui avait débarrassé le pays de Ceausescu, mais aussi de sa terrible police secrète. Nous connaissons tous la situation ici. Par la faute des inculpés, le manque de médicaments a causé la mort d'hommes et d'enfants à l'hôpital. Ils sont restés sans chauffage, sans lumière. Vous ne savez pas cela? Je veux discuter avec l'inculpé Nicolae Ceausescu. Qui a commis le génocide de Timișoara? Qui a donné l'ordre? Le 17 décembre, la population de Timișoara descend dans la rue. L'armée tire, faisant de nombreux blessés et des dizaines de morts parmi les manifestants venus protester contre le déplacement du pasteur Tokes, décidé par Ceausescu. Le lendemain, 53 cadavres tombés sous les balles des militaires sont emmenés à la morgue. Le docteur Dressler travaille comme médecin légiste à la morgue de Timișoara. Au déclenchement de la révolution, de nombreuses personnes ont été abattues dans la ville de Timișoara. Ainsi, le 18 décembre, je me suis présenté au service et j'ai trouvé 53 cadavres. Comme je devais le faire, j'ai normalement effectué les constatations médico-légales. Dans l'après-midi, vers 15 h, je suis reparti chez moi. Le lendemain matin, je suis revenu à la morgue. Et là, j'ai constaté qu'environ 40 cadavres avaient disparu. Moi, j'avais effectué mon travail sur tous ces cadavres. Ils étaient répertoriés, y compris ceux qui avaient disparu. J'ai appris plus tard qu'ils avaient été dérobés par une troupe de miliciens conduite par un colonel. C'est Elena Ceausescu, soucieuse de faire gommer les traces de la répression à Timișoara, qui a donné personnellement l'ordre de faire disparaître ces corps. C'est au crématorium de Bucarest qu'ils seront brûlés. Mais à Timișoara, la nouvelle se répand. Les corps ont été volés, la population alertée cherche ses morts. Certains se rendent au cimetière des pauvres, que la Securitate utilisait fréquemment pour ses basses œuvres. Là, on creuse, on fouille, et finalement, une quinzaine de cadavres sont déterrés. Securitatea l-a aruncat. Și Ceausescu i-a aruncat în groapă. Ceausescu! Comuniștii l-a aruncat. Da? Jos cu el! Jos cu Ceausescu! Strigați! Poartelor! Jos cu dinastia! Immédiatement, je me suis rendu au cimetière des pauvres pour voir si ces cadavres étaient effectivement des victimes de la Révolution. Sur place, j'ai bien dû constater que les morts n'avaient rien à voir avec la Révolution et que nous les avions tous déjà autopsiés bien auparavant. Ces morts n'avaient donc aucun rapport avec ceux de la Révolution. Pourtant, ces images feront le tour du monde. Une a particulièrement frappé l'opinion, une femme avec sur le ventre un jeune enfant présenté comme étant son bébé. Cette photo a été mise à ma disposition par un reporter hollandais. Elle a été prise au cimetière des pauvres. Sur cette photo, il est très clair que cette femme, qui était d'ailleurs une alcoolique, est dans un état de putréfaction avancé. Quant à l'enfant qui est sur son ventre et que j'avais autopsié, il est beaucoup plus frais. D'ailleurs, il n'appartenait pas à cette femme. Pourtant, comme si elle refusait l'évidence, les autorités roumaines n'ont toujours pas fait supprimer cette croix dressée au cimetière des pauvres à la mémoire des morts de la Révolution. Est-ce que vous avez informé immédiatement la population? Oui, mais je n'ai pas été cru.
Comment se fait-il que la rumeur sur les cadavres de la Révolution découverts au cimetière est continuée? Cum se face că totuși a continuat zvonul că astea sunt cadavrele Revoluției? La population était dans un état de réelle psychose. Elle voulait des morts, elle en cherchait partout, dans le pays, dans les cimetières, partout. Le prétendu génocide de Timișoara, on annonça plus de 4200 morts dans le monde entier, se présente aujourd'hui comme une des plus grandes manipulations médiatiques de l'histoire récente. 2 mois après le 17 décembre, les étudiants de mécanique de Timișoara ont recensé, quartier par quartier, le nombre exact des morts de la Révolution. Le résultat de notre étude est le suivant. Il y a eu pendant la Révolution 150 morts sur le territoire de Timișoara. Sur toutes ces manipulations, un homme devait en savoir long. Virgile Magoureanu a gardé le silence pendant tout le procès. Officiellement, il était avant la Révolution professeur à l'Académie des sciences sociales. Mais un ancien agent des services secrets roumains, celui qui fut chargé de tuer Tanaz et Goma, 2 dissidents roumains réfugiés en France, nous éclaire aujourd'hui sur son passé réel. M. Magoureanu, c'était, avant la Révolution, était officiellement professeur de sciences sociales à l'Académie Stéphane Gheorghiu, l'Académie d'études post-universitaires des membres du parti, des apparatchiks. Et réellement, il était le directeur de la DIA, en clair, la direction de renseignement de l'armée. Magoureanu était fréquemment en relation avec ses homologues soviétiques, de quoi faire souffler un fort vent d'Est sur ce procès. Je suis l'avocat de Bucarest, venu pour assurer la défense des 2 inculpés qui comparaissent aujourd'hui devant le tribunal militaire. Nicolae Teodorescu, 57 ans, dont 34 au barreau de Bucarest, dont il est l'un des ténors. La salle d'attente de maître Teodorescu est toujours pleine. Attaquer de front la police ou défendre les gros bonnets du marché noir, rien ne l'a jamais effrayé. Honoraire élevé, payable si possible, en devise. Du reste, en échange de son témoignage, il nous demande 1500 francs, l'équivalent de 18 mois du salaire moyen en Roumanie. Selon les preuves dont le tribunal dispose, nous admettons que les accusés sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Vous savez, à aucun moment je n'ai douté qu'ils seraient condamnés. Compte tenu des infractions qui leur étaient reprochées, il n'y avait pas d'autre solution. Monsieur le Président, est-ce une provocation de leur demander s'ils sont malades? Voyant les accusations, je me suis dit que l'unique possibilité d'échapper à la peine capitale que je prévoyais, c'était d'obtenir une expertise psychiatrique. Mais ils refusaient toute collaboration, puisqu'ils récusaient la légalité du tribunal dans son ensemble. Je me suis approché de lui, mais il ne voulait rien entendre. Non, 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 je ne reconnais pas ce tribunal. Il ne reconnaît toujours pas le tribunal. Dans ces conditions, vous pouvez rendre définitive la sentence. Non, je ne regrette pas du tout d'avoir perdu ce procès. Personne n'aurait pu le gagner. Je suis de toute façon convaincu que les 2 méritaient la mort. Personnellement, je ne supporte pas de voir un mort sans que les larmes me montent aux yeux et que je détourne la tête. Mais dans mes procès, vous savez, je n'ai pas ce genre de pitié. C'est une question de métier. J'ai donné des hôpitaux, des médecins, des écoles, tout ce qui est nécessaire pour une vie digne. Et cela, aucun pays au monde ne l'a fait. Et je vous dis cela comme simple citoyen. Autre question inculpée. Vous parlez d'égalité, vous dites que nous sommes tous égaux et que chacun doit être payé selon son travail. J'ai vu à la télévision la villa de ta fille. Elle avait une balance en or avec laquelle elle pesait la viande venue de l'étranger, car notre viande à nous n'était pas bonne. Extraordinaire. D'où tenez-vous tout cela? Elle avait un appartement comme chaque citoyen. Elle n'avait pas de villa, elle n'avait rien. Ce qu'elle avait, elle l'a acquis légalement. C'est vous qui le lui aviez payé. Non, je ne lui ai rien acheté. Je ne lui ai rien acheté. Vous aviez des palais. Non, c'est faux.
Dimanche 24 décembre, la veille du procès, Zoya Ceausescu et ses 2 chiens sont arrêtés par les nouvelles autorités roumaines. La villa de Zoya, car il s'agit bien d'une villa, est située en plein centre de Bucarest. Zoya en occupait le premier étage, son frère Nicu le rez-de-chaussée. Elle abrite aujourd'hui un groupe d'artistes. Nous avons pu la visiter. Ici, c'était la chambre à coucher de Zoe Ceausescu. Ici, c'était le salon qui a une bibliothèque au front, une fenêtre qui va dans la rue, et à gauche, un living, le living de Zoe Ceausescu, où travaille maintenant Madame Tamara Buciuceanu au bureau de l'Union théâtrale. Nous avons fait un bureau de ce living. Avant son arrestation, Zoya se rendait chaque matin à l'entreprise d'aviation de Bucarest. Là, elle retrouvait ses collègues mathématiciens, car Zoya Ceausescu avait une passion, les mathématiques. Et son père, Nicolae, ne supportait pas les mathématiques. Il en avait ordonné la suppression. Plus de mathématiques en Roumanie, et donc plus de mathématiciens. Zoya, qui s'opposait à son père, avait miraculeusement reconstitué au sein de l'entreprise d'aviation une section pirate. Nous sommes où ici, monsieur, exactement? Nous sommes à l'Institut de mathématiques, plus précisément dans le bureau de Zoya. Et ça, c'est son fauteuil. Quelle a été exactement la place de Zoya à l'Institut de mathématiques? Est-ce qu'elle avait une position importante? Oui, oui. Elle était directrice de l'Institut de mathématiques et dû à cette position de Zoya comme directrice ici, les mathématiques roumaines ont pu survivre. Le matériel que vous avez dans l'Institut de mathématiques n'est pas très récent. Comment ça se fait? Non, non, il est très ancien et d'ailleurs je dois vous dire qu'il est en bonne partie dû à des donations. Comment ça se fait? Pourtant vous avez eu Zoya ici à la tête. Bon, mais elle obtenait très difficilement de l'argent, même pour les livres, pour les revues. Enfin, on obtenait un peu plus d'argent que les autres, mais les autres n'obtenaient pratiquement rien. En effet, l'Institut de mathématiques de Roumanie n'a pas grand-chose à voir avec les centres de recherche scientifique que l'on connaît en Occident. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'elle se trouve en prison aujourd'hui? Bon, je trouve que c'est tout bonnement, puisqu'on veut tout focaliser sur la famille. Et ne pas dire que le reste était mauvais. C'est le système qui était mauvais. Évidemment, la famille, c'était un maximum, un summum de ce que peut produire le système. Mais on veut tout focaliser sur la famille. Je pense que les accusations qu'on lui donne sont Il y a eu des rumeurs concernant Zoya. Une balance en or, une richesse... Oh bon, écoutez, d'abord, je ne pense pas que la balance est en or, d'une part. D'autre part, quand elle venait ici, elle venait d'une façon très modeste. Enfin, elle avait peut-être un parfum français qui était beaucoup trop fort à mon avis, mais c'est tout. Mais c'est un bon parfum. Zoya Ceausescu, qui doit être jugée prochainement, fait figure aujourd'hui de bouc émissaire. Certains de ses collègues ont d'ailleurs pris l'initiative de signer en sa faveur une motion de soutien. Si demain elle se retrouve en liberté, est-ce qu'ici à l'Institut de mathématiques, vous l'accepteriez? Oui, oui, sans doute. À nouveau comme directrice? Pas comme directrice, parce que sa position comme directrice était tout à fait artificielle. Nous avons utilisé la position de Zoya comme directrice pour nous protéger, enfin, pour protéger les mathématiques roumaines. Levez-vous. Non, mon cher, nous sommes des humains, nous restons assis. Au nom de la loi et du peuple roumain, le tribunal réuni en secret condamne à l'unanimité des votants les inculpés Ceausescu, Nicolae Ceausescu et Elena à la peine capitale. L'homme qui prononça la sentence de mort à l'encontre du couple de dictateurs s'est suicidé le 1er mars d'une balle en plein cœur. Gica Popa, le président du tribunal, voulait emmener sa famille à l'étranger afin de la protéger d'éventuelles représailles. Aujourd'hui, sa veuve et sa fille habitent toujours un modeste appartement dans une cité des quartiers nord de Bucarest. Dacă în mod normal el ar fi plecat din țară, așa cum trebuia să plece, n-ar fi avut loc acest sfârșit tragic al lui. Dar gândesc că spaima și teama de cei care îl iubeau încă pe Ceaușescu îl cuprinsese în totalitate, așa cum de altfel a și scris în ultimele lui cuvinte din scrisoare,
și că n-a găsit o altă soluție. Deci tot această teamă, spaimă de Ceaușescu, de cei care îl înconjurau, cei care încă îl iubeau și îl apărau, cei care, bineînțeles, beneficiaseră de pe urma regimului Ceaușescu. Această teamă și spaimă l-a dus la gest și această neglijență pe care au manifestat-o factorii care aveau, de fapt, răspunderea asigurării securității lui, ministrul de Justiție vinovat, de fapt. A considerat că asta este soluția de a termina cu această viață. Mai mult, mai presus de viața lui, era viața fiicei lui. În niciun caz nu s-a simțit nicio clipă vinovat, nici nu se poate pune problema. Cred că a fost o mare ușurare, pentru că prin el a vorbit de fapt poporul. Și cred că orice român ar fi dat aceeași sentință. Corlean Voinea était le meilleur ami de Gica Popa. À la manière de Nicolae Ceaușescu, s'exprimant dans son procès comme un simple citoyen, il a tenu à faire une mise au point. Les déclarations que je vais faire, je les fais en tant que simple citoyen, dépouillé de mes habits militaires. Le juge Voinea, colonel dans l'armée, occupait le même bureau que Gica Popa. Pour nous recevoir, il a choisi de nous emmener loin de la capitale, à l'abri des oreilles indiscrètes, dans sa petite maison de campagne. De lui, on dit à Bucarest, chose rare, qu'il est un homme intègre et courageux. Le carriérisme féroce, les luttes pour le pouvoir, le choix des filières, tout cela a contribué à sa marginalisation. Le fait qu'il ait jugé Ceaușescu en a fait une sorte de héros national. Cela a créé au sein de la justice militaire un fort sentiment de jalousie. Corlean Voinea faisait partie du tribunal militaire qui a jugé Ion Dinka et 3 autres hauts dignitaires du régime Ceaușescu. Mais il a refusé d'apposer sa signature en bas de la condamnation. Motif ? On a jugé des hommes sur une courte période et non le système. Ils ont été jugés pour un génocide commis entre le 17 et le 25 décembre. Ils auraient dû être condamnés pour génocide durant les 25 dernières années, alors que les conditions d'existence conduisaient à l'extermination de la population. Plus tard, Corlean Voinea reçoit le dossier des 4 membres de la Securitate qui accompagnaient Ceaușescu dans sa fuite. Il refuse ce dossier. Motif ? Ces 4-là n'étaient que des lampistes. Ces 4 hommes de la Securitate ont été jugés pour avoir favorisé la fuite de Ceaușescu. Mais ce n'est pas eux qui l'avaient organisée. Le responsable de cette fuite, c'est l'actuel ministre de l'Armée. C'est lui qui a fourni l'hélicoptère. C'est lui qui a donné les ordres aux pilotes, à l'équipage de l'hélicoptère et au commandant de l'aviation militaire. Vous voulez parler du général Stanculescu? Oui, le général Stanculescu. Est-ce que vous n'avez pas craint d'être vous-même jugé pour avoir participé au moins à la fuite de Ceaușescu? Non. Les 4 membres de la Securitate ont été acquittés. Dan Voinea, qui occupait de hautes fonctions au ministère de la Justice, est aujourd'hui dans un placard au ministère de l'Intérieur. Gelu Voican, 49 ans, la figure la plus intrigante de la nouvelle scène politique roumaine, peut-être aussi la plus authentique. Enfin,
Vous préférez ce pantalon-là? Non que je préfère, on ne me dit pas si tu portes ça, l'habit, c'est partie de l'unique costume que j'ai pour des prostitutions officielles. Des prostitutions? Oui, moi je trouve ça des prostitutions. On peut le croire quand il dit qu'il est entré dans la Révolution comme un simple citoyen qui participait à une manifestation. Propulsé vice-premier ministre, il passe pour l'homme des missions délicates, l'organisation pratique du procès par exemple. Il aurait préféré une solution plus expéditive pour le dictateur, mais c'est lui aujourd'hui qui monte au créneau pour jurer que le procès et l'exécution se sont passés sans trucage. Le public, ça a paru assez défectueux comme ça, comme déroulement, parce que le comportement de certains magistrats et avocats qui ont été là était un peu subjectif et ils se sont laissés emporter par la passion et par le subjectivisme, mais la situation était exceptionnelle. Au point de vue formel, tout a été respecté, mais à cause de ces aspects, enfin, ces défauts, ça peut paraître une parodie de procès. Pour couper tout court toutes les spéculations qui ont été faites sur leur mort, je peux vous dire que si on est attentif, quand les médecins arrivent, ils gémissaient encore, c'était un dernier râle qui peut s'apercevoir. Dei batti quello fatto. Dei batti quello fatto. Et lui, quand les médecins lui lèvent la tête, il a la bouche ouverte, et la tête tombe avec la bouche ouverte, et puis à un certain moment, elle se renferme, elle se ferme. Si on a encore des doutes, on peut les déterrer parce qu'un des motifs pourquoi on ne l'a pas incinéré, moi j'étais d'avis qu'ils doivent être traités en chrétien et en roumain. Mais il y a eu aussi ce motif qu'en cas de certaines questions ultérieures, on peut les déterrer. Les cadavres, enfin, sont séchés, mais on peut s'apercevoir n'importe quelle chose sur leur mort. Gelu Can, personnage tonitruant, est à l'image de la révolution roumaine. Volontiers provocateur, un rien cynique, il jongle avec les idées et les mots, passant de la vie à la mort, de la mort à l'amour, avec une facilité déconcertante. En ce qui concerne les femmes, j'ai été un homme normal et j'ai aimé la vie. Et peut-être dans ce sens, j'étais en défaut avec les techniques ascétiques, mais je me suis retranché sur les doctrines tantriques et alors j'ai trouvé beaucoup plus de complaisance dans une certaine inclinaison pour le vice, pour parler carrément. À la mise en bière des Ceausescu, Gelu Can est accompagné par une jeune femme qui pose avec lui pour la postérité. Cerezela Burjac, nous l'avons croisée dans un hôtel de Bucarest. Son histoire ressemble à celle d'une vengeance. Son père fut un des leaders des grèves de mineurs en 1977 et fut à ce titre poursuivi par Ceausescu. Cette personne est une révolutionnaire très audacieuse qui a attaqué un char blindé. Elle s'appelait Cerezela Burjac. Cerezela, c'est un nom italien, enfin emprunté par ses parents probablement. Et elle a été compris parmi notre groupe initial du front dès le commencement. Le soir venu, nous avons accompagné Gelu Can au 3e étage d'un immeuble quelconque. Mais pas question de monter à plusieurs dans l'ascenseur, il y a juste la place pour une personne. Des livres partout, un fatras d'objets, un lit coincé dans une pièce de 11 mètres carrés, voilà tout l'univers de Gelu Can.
Monsieur Weikan, on n'a pas vraiment l'impression d'être chez un dignitaire du régime. Mais dans un certain sens, je reste un dignitaire truand. Je ne vais pas devenir jamais un mandarin, vous savez ça. Et je n'aime pas aussi les tenues rigides, le protocole et toutes ces espèces de faussement de l'individualité humaine. Il y a énormément de livres chez vous, 11 mètres carrés, beaucoup de livres. Comment ça se fait? Oui, j'ai la manie des livres et elles ne sont pas toutes. J'ai encore dans des autres endroits. J'ai gaspillé tout mon argent pour des livres, c'est ma seule fortune. Et j'ai beaucoup souffert à cause des livres parce que la sécurité m'a arrêté, surtout en me soupçonnant à cause de ces livres qui m'ont coûté donc assez cher. Il y a même des gousses d'ail devant votre lit. Pourquoi? Oh, j'aime beaucoup l'ail. Il est très sain. Et je mange beaucoup d'ail par jour. Et dans notre point de vue, l'ail est initiatique. C'est un symbole aussi? Non par symbole, mais lui-même a une valence initiatique. Omniprésent à toutes les étapes de la Révolution, à la télévision, au procès, à l'enterrement des Ceausescu, Gelu Weikan reste un personnage marginal. Vous êtes une personnalité aujourd'hui. Est-ce que vous avez des gardes du corps? Non, je n'ai pas de garde-corps, je n'admets pas de garde-corps parce que je crois que je considère ça inutile. Les questions de vie et de mort sont Mais vous pourriez être menacé. relèvent de Dieu et du destin et ce n'est pas aux humains de s'en charger de la vie de quelqu'un. Alors je trouve ça complètement inutile parce que si c'est le moment qu'on meurt, on meurt. Sinon, on échappe toujours. Alors moi, j'ai la confiance d'échapper de n'importe quel péril et tentative d'attentat. Alors ça m'agace d'être poursuivi par des gorilles et des gardes. Je suis un peu non-conformiste aussi à cet égard. Nous avons réalisé ce reportage quelques jours avant les élections. À Bucarest, la tension montait place de l'université. Mais c'est en province que nous avons cherché la conclusion de cette enquête en posant une question toute simple. Dites-moi, nous sommes de la télévision française. Nous voudrions vous poser une question toute simple. Nous voudrions rencontrer les gens de la Securitate qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce qu'ils sont encore là? Et ils sont encore en poste. Ils n'ont pas été démis? Non. Qu'est-ce qu'ils contrôlent maintenant? Și ce controlează acum? Vous savez, ça nous échappe. Tout est secret. Le personnel doit se plier à leurs directives parce qu'ils ont peur d'eux. Ils sont encore au pouvoir. Încă e în putere și personalul e frică de ei, nu? Cine ține cont de ei? Fin de ce numéro exceptionnel d'Envoyé spécial.